Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et je me pose beaucoup, peut-être un peu trop de questions. Je me pose des questions sur le bonheur et l'amour, sur l'écologie et le vivant, sur l'espace et le cosmos, sur l'humain et le cerveau, ou encore sur la société et notre place dedans. Et plus récemment, face à la crise écologique, je me demande ce que je peux faire et comment avoir un impact. Je me demande comment contribuer à la construction d'un monde que nous serons fiers de transmettre à nos enfants. Alors pour trouver des réponses et pour explorer des pistes concrètes, je vais chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées, qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Et spoiler alerte, on a plein de réponses et de bonnes raisons d'espérer. J'espère qu'écouter leurs témoignages t'aidera à trouver des réponses, à avancer sur ton chemin et peut-être même à changer d'air. Bonne écoute. S'associer aux enfants pour penser l'avenir, c'est l'idée de Deborah Lebloas. Lorsque je l'ai entendu pitcher ConfKids, c'était une belle claque. C'est vrai qu'on demande rarement aux enfants ce qu'ils veulent vraiment pour le futur. Et c'est vrai aussi qu'on leur explique pas tant que ça ce qui se passe et quels sont les enjeux. Ils le disent d'ailleurs, ils sont au courant qu'il y a une sacrée crise, mais personne prend vraiment le temps de bien leur expliquer. Alors que pour avoir été témoin d'une ConfKids sur l'écologie, les enfants comprennent vraiment ce qu'on leur explique. Et ils peuvent avoir vraiment d'excellentes réflexions. Et c'est d'ailleurs un retour des experts des ConfKids. Quand il y a une ConfKids, Déborah va chercher un expert avec qui elle construit une conférence adaptée aux enfants. Et le retour quasiment fait par tous les experts, c'est ce public-là, ce public d'enfants, m'a fait voir des choses que je n'avais jamais vues et m'a apporté des choses extraordinaires. J'ai trouvé cette boîte vraiment fantastique parce que je pense que l'éducation, c'est primordial. Bon, de façon générale, mais dans la crise climatique, puisque c'est l'occasion de transformer les rêves, de transformer les enjeux, de transformer les manières de consommer des futures générations. Et si les futures générations sont plus conscientes de ces enjeux, peuvent arriver et former des habitudes qui soient directement compatibles avec la santé de notre planète, alors on aura gagné une partie du jeu. Alors je suis très heureux de vous inviter à découvrir le monde de Déborah et le monde de ConfKids. Dans cet épisode, on parle de se sentir à sa place, de savoir si on est à sa place. On parle de l'intelligence, de la créativité, de la vulnérabilité des plus jeunes. On parle de reconversion face aux enjeux écologiques et sociaux et tout ce que ça signifie. On parle de méditation pour trouver sa voie. Et enfin, on parle de spiritualité, de religion et d'identité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Déborah. Salut Clément. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Je suis très heureux, ça fait longtemps que je voulais te poser plein de questions. Et la première que je pose à chaque fois pour les gens qui nous écoutent, c'est de te présenter. Où est-ce que tu as grandi, qui tu es et peut-être avant d'arriver à ConfKids, qu'est-ce que tu as fait? Ça marche. Donc je m'appelle Déborah Lebloas. J'ai 46 ans. J'ai 3 enfants de 16, 14 et 11 ans, ce qui est assez sportif et en même temps assez joyeux parce que tu passes ton temps à chercher des solutions. C'est vraiment le job de daronne, c'est essayer de trouver des solutions pour qu'ils puissent devenir qui ils ont envie d'être et les accompagner là-dedans. Je suis une pure parisienne. Je suis née au pied de Notre-Dame, donc c'est vraiment, c'est Au centre. Ouais, au centre du centre. Et pendant très longtemps d'ailleurs, j'ai habité dans le centre de Paris, qui est presque toute ma vie, avant d'en partir parce que c'était affreusement cher et que c'était plus possible. Et ouais, non, je pense que c'est comme ça que je me définis. Je suis vraiment la Parisienne. D'ailleurs, je vais en profiter pour rectifier, un petit mythe. Les vrais Parisiens, enfin, je veux dire pas les vrais dans le sens ceux qui sont nés là, vont chercher leur baguette en jogging. Okay. Et c'est comme ça, quoi. Souvent, on dit les Parisiens, ils sont toujours genre tirés à 4 épingles. Non, ceux qui sont nés là, en fait, c'est leur ville. Donc, en fait, ils vont chez le boulanger mal sapés, comme tout le monde va chez le boulanger à 8h du matin. Okay. C'était comment ton enfance à Paris? J'ai adoré. Je vivais dans le Marais. Donc, à l'époque, le Marais, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. C'est pas un quartier aussi, c'était pas aussi riche, huppé, etc. J'avais toute ma famille qui venait de Tunisie, qui s'était installée là. Donc, on habitait tous dans la même rue. Et dans cette rue, donc moi je suis juive, il y avait beaucoup de juifs et beaucoup d'arabes qui vivaient en harmonie totale, qui quand ils cuisinaient pour tout l'immeuble, parce qu'en fait au bled c'est comme ça qu'on faisait, qui vivaient les portes ouvertes littéralement dès qu'il commençait à faire beau, qui gardaient toujours une place à table. Enfin vraiment toute la rue se connaissait. On avait l'habitude de dire quand on allait nous à l'école, elle était au bout de la rue l'école à l'époque, on était tous dans les écoles à côté de chez nous, et tu mettais
je sais pas, un quart d'heure pour faire 200 mètres, parce que le temps que tu dises bonjour, tu descendais pas la rue d'une traite, tu la descendais en zigzag, le temps de dire bonjour à tous les commerçants. Et si tu faisais une bêtise, t'avais toujours genre un des commerçants qui appelait tes parents pour dire, ton gamin, non. Il a fait un truc, il a pas bien parlé. Ou alors il est arrivé en retard au collège, ça va, c'est bon, il est rentré. Enfin, tu vois, des trucs complètement inimaginables. Donc j'ai eu une enfance super chouette avec toute ma famille autour de moi. Donc un voisinage quasiment familial. Enfin, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Et en fait, dans les années 90, le quartier juif qu'il y avait dans le Marais, en fait, il y a la communauté homosexuelle qui a commencé à s'implanter à peu près au même endroit. Et c'était assez marrant parce que à 2 rues d'écart, t'avais par exemple tout qui était fermé le samedi parce que c'était Shabbat, mais de l'autre côté, tout était ouvert parce que c'était la fête, les bars, etc. Et donc, j'ai grandi dans un milieu hyper cosmopolite où t'avais des juifs, des arabes, des homosexuels, des drag queens, et en fait tout ça paraissait absolument normal. On s'est jamais posé de questions et ça a été, je considère que ça a été une super chance de grandir auprès de communautés aussi diverses. C'est-à-dire, t'avais vraiment les juifs barbus avec les papillotes et les chapeaux d'un côté, et de l'autre côté une drag queen, tu vois, à une rue d'écart. Voilà, donc voilà comment j'ai grandi. Merci beaucoup. Et t'as dit que t'as quitté Paris ou quelles ont été tes études et comment t'as avancé ensuite? Alors j'ai mis pas mal de temps à trouver ce que j'allais faire. J'ai fait un bac L déjà, mais après je savais pas trop ce que j'allais faire et ma mère, j'ai eu la chance que ma mère qui était super impliquée et qui l'est toujours, m'envoie faire une journée porte ouverte à la Sorbonne Nouvelle pour découvrir la médiation culturelle. Et je me suis pris une claque parce qu'il y avait des cours de mythologie et que je suis une fan absolue de mythologie. Je m'en sers beaucoup, on va sans doute en parler un moment, mais je m'en sers beaucoup dans mon quotidien. Ouais. Et mon prof de mythologie de l'époque, qui s'appelle Laurent Aquin, qui est un immense historien du cinéma et mythologue, est un ami encore aujourd'hui et un vrai maître Jedi, dont je me revendique sans cesse la Padawan. Et donc je me suis pris une claque en voyant ces cours de mythologie. Je me suis dit c'est dingue, il y a des cours de ça, mais je m'inscris. Je savais même pas pourquoi. Enfin, je savais absolument pas ce que j'allais faire avec ça, mais il y avait des cours de mythologie. Et j'ai eu une autre chance, donc déjà j'étais super heureuse de faire ça. Comment tu définis la médiation culturelle ? C'est le principe de la médiation culturelle, c'est de rendre un objet culturel intelligible à des populations qui le connaissent pas et s'en servir pour ouvrir des espaces de discussion, de rencontre. Ok. Je le décrirais comme ça. Je passe à la définition officielle, mais ok, très bien. C'est ma définition. Et officielle. donc ce serait dans un musée, dans le cadre d'une discussion, tu dis je vais prendre une œuvre et je vais essayer de la... C'est un des exemples, mais on va en parler sans doute un moment. Mais ce qu'on fait avec Stéphane, avec les tambours, pour ouvrir des espaces de parole, par exemple en faisant de la musique ensemble, où à un moment tu vas faire des pauses et tu vas commencer à poser, tu vas commencer à dire quelques trucs de façon très informelle. En faisant ça, tu fais aussi de la médiation culturelle. Okay. Donc je suis rentrée dans ces études-là sans savoir le moins du monde ce que j'allais en faire. Mais ça te plaisait ? Ça me plaisait. En plus, moi, j'ai fait une quinzaine d'années de théâtre. J'étais en conservatoire, j'ai fait de la danse, donc j'avais une fibre artistique, mais en même temps qui y avait pas vocation à s'exprimer de façon professionnelle, mais qui était très présente. Donc médiation culturelle, ça me plaisait bien parce que tout d'un coup, j'utilisais des choses artistiques, mais pour en faire d'autres trucs. Et donc je suis rentrée là-dedans. Et je précise aussi que je suis une énorme cinéphile. J'ai vu des milliers de films. Et donc, toutes mes études, je les ai orientées autour du cinéma. Donc, tous les cas, tous les exposés, tous les mémoires que j'ai écrits, etc. C'était cinéma. J'ai fait donc un DESS de médiation culturelle que j'ai adoré et qui m'a amené complètement par hasard. On avait un projet à faire en dernière année et c'était monter un festival. Okay. Voilà, qui devait pas vraiment avoir lieu, mais on devait en poser les fondements et le développer. Et à l'époque, j'avais aussi monté une fédé de la Fédération française et européenne de Krav Maga, qui est un sport de combat, avec Richard Douyeb. Et j'ai fait une sorte de gloubi-boulga. Tu sais du Krav ? Non, j'en ai jamais fait. Je suis ceinture noire d'administratif, c'est tout. J'en ai jamais fait. Je travaillais avec Richard, donc on me défendait si jamais j'avais un problème. J'avais pas besoin de... Voilà. Et donc, comme je faisais vraiment trop de trucs, il fallait que j'arrive à réunir mes projets. Et donc, j'ai fait un festival du film d'arts martiaux. C'est assez, tu vois, la meuf a tout mis j'ai pris tous mes trucs et j'en ai fait un festival. Ok, trop bien. Et en montant ça, j'ai rencontré les gens de Skyrock parce qu'il fallait aller trouver des partenaires virtuels ou réels. Et ils m'ont embauché, en fait, à l'issue de mes études. Et j'ai démarré comme ça en tant que commerciale pour le cinéma. À l'époque, le cinéma, en gros, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, tu signais des contrats de publicité si vraiment t'étais cinéphile, pas si tu sortais d'école de commerce.
Et du coup, ils m'ont embauché pour ça. Et j'ai démarré comme ça dans la pub, en tant que chef de publicité. Et petit à petit, j'ai changé de boîte. Après Sky, je me suis retrouvée chez Wanadoo, qui n'existe plus aujourd'hui. Ancienne. Ouais, exactement, les anciens. Les anciens. Et après Wanadoo, j'ai réalisé mon rêve de l'époque, qui était de rentrer chez Allociné, où j'ai passé presque 10 ans. Et où je suis devenue directrice des opérations spéciales. Les opérations spéciales consistaient à des opérations de communication multicanal. Donc, tu mixais genre de l'événementiel, du digital, la télé si t'en avais, du print si t'en avais, etc. Et donc, j'avais très, très peu de clients, mais c'était des clients à plusieurs millions d'euros. Tout ça pour promouvoir des films? Tout ça pour... Alors, pas nécessairement. Tu t'appuyais plutôt sur les films pour promouvoir les marques. Ou tu t'appuyais sur l'univers cinéma pour promouvoir les marques. D'accord. Par exemple, la rubrique bande originale sur Allociné, c'est moi qui l'ai montée, en montant un partenariat entre Spotify, qui avait les bandes originales, Audi, qui voulait communiquer autour des bagnoles, et c'était une autre époque. Je précise que c'était une autre époque. C'est plus ce que tu fais aujourd'hui. Non, c'est plus du tout ce que je fais. Audi qui voulait communiquer autour des bagnoles, mais en étant dans un univers artistique. Et nous, la rédac d'Allociné voulait ouvrir une rubrique bande originale. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas l'argent et c'était pas le moment, etc. Et en fait, moi, j'arrivais avec un financeur du contenu et une rédac qui était hyper contente de pouvoir enfin créer cette rubrique. Donc, mon job, c'était, et on va certainement en reparler parce que toute l'histoire qui suit est un peu fondée là-dessus, un peu comme le Festival de films d'arts martiaux, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai sous les mains? Et comment je peux imbriquer, voilà, exactement, comment je peux imbriquer ça ensemble. Et pour finir, donc après j'ai fait d'autres trucs parce que j'ai fait comme tout le monde ma crise de la quarantaine en me disant mais est-ce que je sers à quelque chose, est-ce que tout ça a un sens, etc. Je le dis de façon un petit peu galvaudée, mais elle est importante. J'allais dire, pour moi, c'est très important. Oui, oui. Poserai après, alors. Oui. En fait, maintenant, d'abord, je suis encore en plein dedans et donc j'essaye d'avoir un peu d'affection pour ces 40e jeux rugissants qui sont épuisants, objectivement. Et en même temps, voilà, de l'affection et de la tendresse pour ce truc qui est quand même d'une violence absolue, la crise de la quarantaine, mais qui m'a permis, en fait, de me rendre compte que moi, je croyais que c'était l'éditeur pour lequel je travaillais qui était un problème. Donc, j'ai continué à faire de la direction commerciale, mais en changeant d'éditeur. L'éditeur, c'était qui? C'était Allociné? Alors, après Allociné, je suis passée chez une boîte qui s'appelle Wizbee, qui était une sorte de LinkedIn, mais pour les jeunes. Ok. Et d'ailleurs, par des jeunes, pour des jeunes. L'ambiance était assez marrante, mais j'étais déjà trop vieille pour ça. Enfin, ils étaient capables de faire des soirées de malades jusqu'à 4 heures du matin ou 6 heures du mat, et ensuite d'enchaîner sur le taf, alors que moi, j'étais en train de ramasser mes yeux sur le sol. Non, et puis non, c'est pareil. En fait, je me suis dit, mais non, en fait, je m'y retrouve pas. Et je suis partie à la Tribune rejoindre un ami qui était celui qui m'avait recruté d'ailleurs chez Skyrock. Donc, tu vois, la boucle était bouclée. Et c'est là que j'ai pris une claque monumentale sur les enjeux socio-environnementaux, puisque la ligne éditoriale de la Tribune, c'était les enjeux socio-environnementaux, mais sous l'angle économique. Okay. Et la première journée, ils nous ont fait une sorte de grande formation pour toute la régie publicitaire, avec un type formidable qui s'appelle Carlos Moreno, qui est resté un contact aujourd'hui, et en tout cas pour ma part un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration. Voilà. Et il nous a fait une formation d'une journée où je me suis pris une claque en me disant mais t'étais où les 20 dernières années pour pas avoir compris que le monde était dans cet état-là. Et donc à quel niveau le monde est dans cet état-là? La première grosse claque, elle était vraiment écologique. La partie sociale, je la voyais pas encore, elle est venue bien plus tard. Et elle est venue par opportunité en plus, comme c'était Nicolas Hulot, je crois qu'il disait je suis rentrée dans l'écologie par conviction, non par opportunité, et j'y suis restée par conviction. Okay. Moi ça m'a fait ça sur le social, mais à ce moment-là c'est plutôt la dimension écologique et ce qu'allaient devenir les grandes métropoles dans les années, dizaines d'années à venir, et la partie irrespirable, et les canicules, etc. Donc, je parlais même pas encore à ce moment-là de l'agriculture, des campagnes et du reste du monde, tu vois. À ce moment-là, on parlait vraiment des métropoles. Voilà. Et donc, je me suis dit, je reste à la Tribune le temps de vraiment bien me former là-dessus. Puis je verrai après. Et en fait, plus mon travail avançait, on organisait beaucoup d'événements. Et plus je me rendais compte que toutes les personnes qui construisaient l'avenir, c'était grosso modo des mâles blancs de 60 ans, contre qui j'ai rien, si ce n'est que, objectivement, c'est un peu ceux qui nous ont mis dans le bazar dans lequel on est aujourd'hui. Donc, ils ne sont pas très représentatifs de l'ensemble de la population non plus. Oui, c'est ça. Et puis voilà. Et s'ils sont en plus représentatifs d'un truc, c'est pas du bon truc à l'époque à laquelle on vit. Pardon. Et mais on a besoin d'eux aussi parce qu'ils ont quand même cette expérience.
à minima l'expérience du ratage qu'il faut entendre. Et puis, pour certains d'entre eux, il y avait un vrai mea culpa dans ces événements. Et donc, je me suis dit, mais il y a quand même un truc de dingue. Je suis la plus jeune alors que j'ai déjà 40 ans. Où sont les jeunes, quoi. Et donc voilà, et je me mets en réflexion là-dessus. Et en fait, un matin, littéralement, mais pour de vrai, je me réveille comme un piquet dans mon lit. Et je me dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est des conférences pour enfants. Et elles vont s'appeler Conf Kids. Et tout le pitch arrive d'un coup en me disant mais en fait mais vraiment j'ai encore dans mon lit et tout le pitch arrive comme ça, j'ai touché par la grâce on peut pas construire la suite, on peut pas construire l'avenir sans les gens qui vont vivre dedans. Moi, mes 3 enfants sont au potentiel, avec en plus des TDAH, des dyslexies, des trucs comme ça. Mais en tout cas, la haute potentialité, elle est, c'est pas une surintelligence, mais c'est une vraie adaptation au monde actuel où en fait, c'est avant tout ce qui les caractérise, c'est des gamins qui voient le monde en système. Et je me dis, mais en fait, tous ces jeunes à qui on parle pas, c'est un vivier de solutions parce qu'en fait, ils ont une façon d'appréhender la complexité de très naturelle, très spontanée. Ils sont capables de faire des liens, d'interconnecter des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et donc, c'est un vivier de solutions. Donc, c'est une aberration qu'on parle pas avec eux. C'est une aberration qu'on valorise pas en fait leur réaction spontanée épidermique aux injustices, à la chute de la biodiversité. En fait, on devrait valoriser à mort ces trucs-là parce que c'est ce qui permet ensuite d'en faire des adultes qui sont hyper investis. D'ailleurs, pas nécessairement pour devenir des porteurs de projets, mais pour être des adopteurs de solutions, des porteurs de projets. Et donc, de la même façon, ne pas parler avec eux, c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'ils vont pas adopter nos solutions. Donc voilà. Et donc, si tu veux, je me réveille et j'ai tout ce pitch. Voilà. Ok. Et tu te dis, enfin, tu m'as déjà dit, les enfants, en fait, sont un peu les thermomètres de la société, sont les plus sensibles, et du coup, c'est eux, sur la santé mentale, sur la santé physique, c'est eux qui vont être les premiers touchés, quoi. Ouais, c'est l'histoire des canaris de la mine. En fait, les mineurs, quand ils descendaient dans les mines, ils prenaient avec eux un canari, et si le canari mourait, ça voulait dire qu'il y avait des émanations de gaz et qu'il fallait vite se sauver avant de mourir d'un coup de grisou. Voilà. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est une expression que moi j'ai toujours entendue au sujet des Juifs. Dans ma famille, on me disait toujours dans une société, si il y a un antisémitisme qui renaît, c'est qu'on est aux prémices d'un repli identitaire ou d'une dictature, et donc les Juifs sont les canaris de la mine. J'ai toujours été élevée là-dedans. Et là, cette expression-là, m'est venue au sujet de la jeunesse. Et me dire, mais en fait, si la jeunesse se meurt, si la jeunesse se désespère, si elle cesse de chanter, comme les canaris, c'est que, d'abord, c'est qu'on est les suivants, donc même si on voulait être très égoïste, même en étant égoïste, on ferait quand même bien les écouter. Mais de manière générale, une société dont la jeunesse dépérit, c'est une société qui est morte. Et donc, c'est vraiment eux le baromètre, c'est les premiers... il y a le nombre de jeunes. Enfin, j'ai l'impression de dire des poncifs beaucoup parce que finalement on a un petit milieu en réalité. Toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets. Aux jeunes. Pardon ? Aux jeunes. Aux jeunes, à l'écologie, aux enjeux sociétaux, etc. Donc on a l'impression de répéter toujours la même chose, mais comme manifestement ça avance tout doucement, je les répète quoi. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus ou qui hésitent à avoir des enfants. Il y a beaucoup de jeunes qui se désengagent totalement. De toute forme de perspective professionnelle parce que de toute façon on n'arrête pas de leur dire qu'il n'y aura pas d'emploi. Il y a plein de jeunes qui sont éco-anxieux. Enfin bon voilà, c'est des choses qu'on répète à longueur de temps, mais à un moment il va falloir que ce soit massivement entendu. Et donc mon choix ça a été de dire comment je fais pour le faire entendre le plus massivement possible. Voilà. Après il y a plein de familles d'activistes. Enfin je me définis pas comme une activiste, mais il y a plein de familles de militants ou de personnes engagées. Moi, la mienne, c'est vraiment celle de... Passer par la jeunesse. Passer par la jeunesse, c'est donner une caisse de résonance. C'est-à-dire, mon intérêt, c'est pas tellement de mettre mon projet en avant. D'ailleurs, tout est gratuit, tout est en open source. Tous les gens qui veulent organiser des Conf Kids, et je le dis d'ailleurs à ce micro, vous êtes les bienvenus. Et si vous arrivez à en tirer un emploi et à faire de l'argent avec, mais je serai la plus heureuse du monde. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Je vous prendrai pas un euro. Non, l'objectif, c'est que Conf Kids soit un pont invisible. Je le décris souvent comme ça. C'est-à-dire, on met les gens en relation et après, on se retire et on laisse... voilà, ça, c'est la médiation culturelle. On met deux éléments en relation et après, on laisse opérer la magie pour que ça entre en connexion. Tu peux un peu réexpliquer Conf Kids, du coup, avant que je te repose des questions sur la crise de la quarantaine. Conf Kids, ce sont des conférences discussions, très important la partie discussion, pour enfants et adolescents à partir de 8 ans, avec des enjeux, avec des experts, des enjeux socio-environnementaux. Donc l'idée, c'est que ce sont des conférences d'1 heure, avec des personnes qui sont à la manœuvre,
dans quelques champs économiques, écologiques ou sociétales, avec des enfants et des adolescents. Au début, on était sur les 8-12 ans, puis plus ça va, plus on nous propose de parler à des jeunes plus âgés, à des jeunes qui sont jeunes depuis plus longtemps. Et l'idée, c'est véritablement de créer une conversation entre les deux. Entre les jeunes et en face. En face, c'est l'expert. Entre les jeunes et l'expert, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge, c'est les pollens. Entre les jeunes et les experts, parce que notre conviction, c'est que il y a effectivement besoin de sensibiliser la jeunesse, mais en réalité, il y a beaucoup moins besoin que ce qu'on pense, parce qu'on en entend parler en permanence dans les médias, parce qu'ils s'en parlent entre eux, parce que même sur des plateformes qu'on n'aime pas trop, des TikTok et des Snap, etc., il y a énormément, enfin, je connais pas un jeune qui connaît pas Hugo Décrypte, par exemple. Donc en fait, ils y sont sensibilisés. En revanche, les personnes qui sont pas sensibilisées, c'est les experts à ce qu'en pensent les mômes. Et pour nous, l'enjeu, il est essentiellement là. Et donc pour ça, il faut que ce soit une conversation. C'est pas une conférence descendante où on a un sachant et des disciples. C'est véritablement une co-construction, une réflexion ensemble. Voilà. Et tu disais que les experts apprenaient eux-mêmes. Ouais. Alors ça c'est ça, c'est assez merveilleux. Quand on a lancé ConfKids, évidemment, je dis on, alors en fait, je suis toute seule à m'en occuper. Ouais. Il y a Stéphane Rodeau qui est mon partenaire professionnel, mais en fait, bon, j'ai une boîte avec des associés, etc., mais c'est vraiment que moi qui suis dans le truc. Mais j'ai du mal à dire je, parce que c'est vraiment pas l'état d'esprit de ConfKids. Donc, au départ, quand on a envisagé les ConfKids, on connaissait évidemment pas grand monde. Moi, j'ai fait une formation à l'Institut des Futurs Souhaitables pour me familiariser avec les sujets. Et donc là, j'ai commencé à rencontrer des gens. Et j'ai invité les profs que j'avais eu à l'Institut des Futurs Souhaitables sur les ConfKids. Qui t'invite et qui te paye pour faire ces ConfKids? Alors, tu veux pas que je finisse de te répondre sur les intervenants et après je te dis ça sans problème. Et quand on a invité donc ces copains-là qui sont des super experts, il y a un sociologue dont je suis une fan absolue qui s'appelle Michael Dandrieux, qui est un sociologue notamment de l'imaginaire, et qui a fait une ConfKids et qui est à nos côtés depuis le début, qui a dit mais en fait moi je l'ai ton modèle économique. D'ailleurs tu vois ça va magnifique transition. C'est magnifique. Et il m'a dit moi j'ai ton modèle économique parce qu'au début j'en avais vraiment pas. Je me suis juste dit je le fais. Faut que tu fasses payer les intervenants pour qu'ils interviennent. Ce qu'il dit en fait, tu repars tellement plus riche que ce que tu as donné. En fait, les enfants repartent avec moins que ceux avec quoi toi tu repars, de les avoir entendus, d'avoir pu converser avec eux, d'avoir eu accès aux récits que eux-mêmes sont en train de forger et ceux qu'on a essayé de leur inculquer, qu'ils ont adoptés ou pas adoptés d'ailleurs en fonction des nouvelles sensibilités de ces générations. Et donc, effectivement, les intervenants, ce qui est super intéressant, c'est que ceux qui ont l'habitude de déployer des discours, tu sais, t'as ceux, en fait, qui ont vraiment un discours qui est très, très rodé et ils essayent d'aller donner la bonne parole un peu partout. Et c'est assez courageux d'aller partout pour répéter ces mêmes choses-là. Ouais. Bah là, ils sont complètement désarçonnés parce qu'en fait, ils ont fait ça à un public qu'ils n'ont jamais eu. Ouais, et puis qui leur posent des questions que plus personne leur pose depuis longtemps ou personne leur a jamais posées, tu vois. Ouais, okay. Une question dans la tête d'un môme, enfin, c'est un truc qui peut sortir d'absolument nulle part. Et toi, en fait, t'es complètement déstabilisé. Genre, j'avais pas du tout prévu de parler de ça. Ouais, mais on s'en fout, c'est à ça que tu vas répondre, du coup. Ouais, okay, donc, c'est assez chouette et c'est très religieux. Ils ont pas de filtre aussi, non? Il y a un côté, nous, en tant qu'adultes, on n'ose pas forcément, alors que lui, l'enfant, oui, alors, dans une certaine mesure, c'est vrai. Ouais, c'est assez vrai. Après, ils sont quand même éduqués et surtout, tu sais, on est avec des scolaires, donc t'as aussi les profs maintenant qui fluidifient un peu tout ça et qui vont conserver ou pas certaines questions. Mais finalement, ça se fait assez peu parce qu'on remarque que t'as des questions, des fois, qui sortent vraiment de nulle part et ils sont capables de faire des relations, entre des sujets. Toi, tu te dis, ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a un lien. Moi, je l'avais jamais vu. Voilà. Et donc du coup, non, on a un modèle économique où c'est pas les intervenants qui payent parce que ça marche pas encore, mais sachez qu'on le garde en tête quand même un jour. Merci Michael. On le garde en tête. Non, en général, ce sont soit des collectivités ou des associations ou des entreprises qui le proposent à leur public. Moi, ConfKids, j'ai pas de capacité vraiment à réunir des milliers de gamins parce que on travaille dessus, hein, ça fait partie des axes qu'on développe, mais c'est assez restreint. Pour le moment, on a quelques milliers d'écoles inscrites, ce qui est pas énorme. On pourrait avoir l'impression que c'est énorme, mais en fait c'est pas vraiment énorme.
mais on travaille. Par exemple, on a monté un cycle de conférences pour aborder un peu tous les enjeux de l'avenir, brosser l'ensemble des enjeux de l'avenir avec une collectivité qui s'appelle Loire-Forêt Agglomération et qui proposait ça à ses élèves. À Donc, côté, c'est des collectivités qui font appel à toi et dire j'aimerais bien que tous mes jeunes de ma collectivité soient formés à ce sujet. Ouais. Ok. Et on co-construit, on choisit les sujets pour, tu vois, parce qu'en fonction des territoires, tu abordes pas nécessairement les mêmes choses. Ouais. Tu parles pas enfin, t'as un socle commun, on va dire, et ensuite, que tu sois dans la ruralité ou en métropole ou en bord de mer, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Et après, on travaille notamment avec un espace numérique de travail, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, c'est ces messageries parents, prof, élèves, qui s'appelle Edifice, et qui est notre principal partenaire aujourd'hui sur les ConfKids. Et qui, eux, par contre, ont des millions d'utilisateurs et qui, à chaque fois qu'ils organisent une ConfKids, ça réunit littéralement des milliers et des milliers d'enfants par ConfKids. Et ça, c'était une chance phénoménale. On les a rencontrés après le confinement. Ouais. Et c'est eux qui vraiment nous ont fait décoller sur la partie ConfKids. Voilà. Et c'est eux qui payent. Et on vous remercie, on vous aime. Ok, merci Edifice alors. On est passé hyper vite sur la reconversion et la crise de la quarantaine. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé? Ouais, je peux. Alors, je pense qu'en préambule, je vais assumer le fait que je suis une personne assez mystique. Okay. J'ai vraiment besoin. Mystique dans le sens spirituel. Oui, dans le sens spirituel. J'ai besoin de me connecter régulièrement, voilà, à des choses que je vois pas, que je comprends pas forcément. C'est-à-dire, je suis pas chamane, hein, pas du tout, ni rien de cet ordre-là. J'appartiens à aucune obédience ou voilà. En revanche, et je suis même pas pratiquante. Je disais que j'étais juive tout à l'heure, mais en fait, je suis même pas pratiquante. En revanche, j'ai un très fort besoin de spiritualité et c'est extrêmement présent dans mon quotidien. Je fais très attention aux synchronicités. Je fais très attention aux signes, je médite toujours avant de prendre des grandes décisions. Voilà. Donc c'est vraiment un mode de vie. Et sur la spiritualité, pardon, comment tu te places dans l'univers alors, si c'est pas une question trop mystique? Non, c'est pas mystique du tout. C'est très simple. Je me place comme un canal. Et c'est, tu vois, ce que je te disais des points invisibles tout à l'heure, c'est le même principe en fait. Je ne me sens vraiment à ma place que quand j'ai le sentiment que je suis pas totalement aux commandes. Ouais. Et que je me laisse porter aussi par là où la vie m'emmène. Et ça marche aussi d'ailleurs qu'on soit croyant ou pas croyant, hein, parce qu'il y a plein de gens qui croient au hasard et aux coïncidences. Et en fait, moi, les deux me vont très bien. En réalité, je pense que la spiritualité, c'est top si t'en fais quelque chose de façon incarnée au quotidien et que ça te met au travail. Je suis pas une personne qui flotte dans les esprits. Il y en a, et s'ils sont heureux là-dedans, c'est super. Et ceux qui n'y croient pas du tout, s'ils sont heureux comme ça, c'est super aussi. Il faut vraiment de tout ça pour que ça fonctionne. Moi, je me sens bien à partir du moment où j'ai l'impression de servir un truc qui est plus grand que moi et qui quelque part m'échappe un peu et où finalement j'ai pas trop d'importance moi en tant que débo. Ce qui d'ailleurs marche moyennement parce qu'aujourd'hui il y a que moi qui anime des conflits, donc c'est très très polarisé sur moi. Donc pour le moment j'ai un peu raté mon coup là-dessus, mais sur le reste j'ai vraiment le sentiment. C'est le principe de la médiation culturelle. En fait, tout ça finalement est très cohérent. Et au passage, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la fin du monde au cinéma. Donc tout ça est vraiment absolument cohérent. Mais du coup, la reconversion, elle est venue un peu de ça, même en grande partie de ça, parce que tu retrouveras ça probablement dans beaucoup de discours de reconversion. J'étais entrée dans une immense dissonance entre ce que j'avais le sentiment de valoir, et je pense plutôt du bien de moi. C'est-à-dire, pas sans être complètement égocentrée, tu vois. Voilà, c'est ça. Je suis pas particulièrement égocentrée, mais par contre, je suis fière de ce que j'ai accompli. Je suis fière de ce que je suis. J'ai été élevée dans une famille tunisienne où les femmes étaient hyper puissantes, hyper, tu vois, elles ont pris des décisions de dingue et tout. Donc, chez nous, le féminisme a jamais été un sujet. Et d'ailleurs, je suis très mauvaise pour en parler parce que pour nous, c'est très naturel il est hors de question que j'y gagne moins que le mec d'à côté. Je t'explique. Et au passage, je vais prendre ta place pour devenir son chef. Voilà, bonjour. Donc en fait, je me disais que toutes ces compétences, à ce moment-là de ma vie, ne servaient pas une destination qui était censée, au regard de ce que j'avais découvert de l'écologie et plus tard de la société. Sur ça, c'était parce que tu disais, je fais des pubs pour vendre des grosses bagnoles, alors que je sais qu'en fait, c'est vraiment tout sauf ce qu'il faut faire. Ouais, c'est ça, en gros. C'est vraiment juste caricature ou c'est... Non, tu caricatures pas, c'est exactement ça. Et je rajouterais là-dessus que je gagnais à l'époque presque 7 000 € par mois, ce qui est colossal, alors que des infirmières... des secouristes gagnent à peine le SMIC, quoi. Des profs
Ouais, Enfin voilà, tous les métiers essentiels, quoi. Et ça a été une claque. Après, très vite, une honte. Ouais. Mais ça a pas duré très longtemps parce que en fait c'est un sentiment, la culpabilité, que j'ai jamais trouvé très efficace pour faire quoi que ce soit, donc j'ai évacué assez vite et je me suis mis au taf. Et quand je te dis, je me suis réveillée un matin et j'ai pensé à ConfKids. Alors tout à l'heure je l'ai raconté en version courte, la version un peu plus longue, c'est que quand je me suis dit maintenant il faut que tu mettes tes compétences au service d'un truc important et qui soit utile pour la collectivité. Pendant presque un mois, j'ai fait quotidiennement des méditations où le cœur de la méditation, c'était de se dire au service de quoi je peux mettre mes compétences. Et le cœur de la méditation quotidienne, c'était pas 6 heures, hein, des fois c'est un quart d'heure une méditation, c'est pas. Mais c'était de dire je suis à votre service, je suis à votre service, qui que vous soyez, que vous existiez ou pas. En réalité, il y a une forme d'autosuggestion aussi là-dedans qui, tu vois. En fait, on ne sait pas si tout ça existe vraiment ou pas, tu vois. Mais si ça devait ne pas exister, ça peut assez bien s'expliquer par l'autosuggestion et ça me va très bien. Tu vois, ça fait le job. Très très bien. Ouais. Ça fait le job, exactement. Et tu vois, pareil, je crois fort en la réincarnation, mais dans le doute, je préfère vivre plein de trucs dans cette vie-là. Tu vois, on sait jamais. Tu vois, on n'est pas totalement sûr. Donc voilà. Profitons des quelques années. Exactement. Et du coup, voilà, c'est au terme de ce mois de méditation que. Tu as fait l'institut des futurs souhaitables à ce moment-là ou pas? Non, je l'ai fait bien après. Okay, je l'ai fait bien après. Et complètement par hasard en plus, parce que j'ai reparlé avec un pote qui s'appelle, un vieil ami qui s'appelle Thierry Keller, qui est un des cofondateurs de Ouzbek Erika, que je connais depuis une vingtaine d'années. Et quand je voulais qu'il rentre avec moi sur ConfKids, enfin, je voulais qu'il soit un des actionnaires, et d'ailleurs, il est l'un des actionnaires. Et je lui disais, mais maintenant, il va falloir que je taffe sur ces sujets, que je rentre dans le vif et tout. Vraiment, je t'ai coupé, mais t'as fait un mois de méditation et à la sortie, c'est là où tu t'es réveillé. Ah oui, et voilà. Ouais. Écoute, j'ai fait. Voilà, la version longue, c'était ça. C'est que vraiment, j'ai passé un mois de façon quotidienne. J'étais encore à la tribune à l'époque. Ouais. Donc, si tu veux, à la fois toute ma concentration était orientée sur l'émergence. Justement, était concentrée sur l'émergence de quelque chose qui me mettrait au service. Ouais. À la fois, je baignais quotidiennement dans ces sujets, mais qui étaient quand même sous un axe économique. Hein. Il faut pas non plus. C'est des enjeux socio-environnementaux, mais avec un axe quand même très très particulier, quoi. Ouais. Ça a eu la vertu d'être un portail pour moi, mais c'était juste un portail. C'était pas pas un chemin, quoi. Et donc non, voilà. Et puis je me suis réveillée là-dessus et puis ça concordait avec tout le reste. J'avais 3 gosses, c'était super dur de mener de front un boulot qui me prenait 70 heures par semaine, d'avoir 3 minots en bas âge qui avaient besoin de leur maman, voilà. Donc tout s'est littéralement aligné, mais Et donc concrètement, t'es allé voir la tribune et t'as dit je vais quitter. Non, d'abord je suis allée les voir et je leur ai dit vous voulez pas qu'on le fasse ensemble. Ok. Juste, excuse-moi. Vas-y. En fait, je trouve la démarche tellement cool. Enfin, je trouve la démarche tellement cool et intéressante de se dire bon, je veux changer, et que ce soit par la méditation, par la réflexion, par la lecture, tu t'es dit vas-y, je vais essayer de faire qu'une idée émerge de moi, de n'importe quoi, pour me mettre au service de la société. Et ça t'a amené à ConfKids, c'est beau. Mais je pense que je suis à peu près certaine que tu auras la même histoire plein de fois. Pas toujours, hein, parce que t'as des gens qui. Non, mais c'est dit de manière différente et c'est chacun à son modèle, quoi. Ouais. Okay. Non, moi c'était un vrai. J'ai été une ultra privilégiée. Je suis née une cuillère en argent dans la bouche et je n'ai travaillé qu'à la transformer en or, tu vois. Donc faut profiter de ce privilège. Oui, puis je regrette rien et j'ai adoré. Et pourtant, c'est un milieu vraiment pourri. La pub, quoi, c'est très très dur, c'est très inhumain, c'est beaucoup de maltraitance, etc. Mais en fait, on était jeunes, on était les rois du pétrole. Et c'était qu'à de le dire, quoi. On gagnait une blinde, on faisait la fête tout le temps. Enfin, voilà, je regrette pas. La seule chose que je regrette, c'est que ça a coûté si cher par ailleurs. On a fait partie de ceux qui ont le plus abîmé les choses et les gens aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est mon seul regret, mais c'est comme ça, chacun son chemin. Et voilà, et je sais plus de quoi on parlait, mais si reconversion, et du coup tu leur proposes à la tribune. Oui, donc je propose à la tribune de faire ça en intrapreneuriat. Jean-Christophe Tortora, qui est le patron à l'époque, avec qui je m'entendais très bien, m'a gentiment dit écoute, c'est pas possible, c'est pas du tout la ligne de la boîte. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, il renouvelait la régie pub. Et qu'il faisait venir en fait l'ancienne directrice commerciale et que moi mon boss partait. Et en fait, je sais pas encore une fois comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, quand tu recrutais, en général, quand tu recrutes un nouveau directeur commercial, tu gardes pas les équipes.
C'est le nouveau directeur commercial veut imposer sa patte. Ouais, Et donc, du coup, ça s'est plutôt bien placé, puisque au moment où j'ai cette idée, eux, de toute façon, ils voulaient me garder, hein, ils étaient prêts à me garder. Mais en fait, moi, j'étais déjà plus là-dedans. Il faut pas garder une directrice commerciale qui a pas envie de rester. Et donc, voilà, tout a été hyper fluide, ouais. mais vraiment hyper fluide. J'ai eu un autre cadeau de la vie complètement hallucinant. Où en fait, à l'époque, Hollande avait créé les droits rechargeables pour le chômage. Donc j'ai eu plus d'années de chômage que les gens en ont aujourd'hui. Donc en fait, si tu veux, j'ai amorcé Confikids, j'avais vachement de temps devant moi. Ce qui fait que, au lieu de me dire, faut vite que je trouve un modèle économique avant de monter le projet et tout, je me dis, en fait, je m'en fous, j'ai du temps devant moi. Ça fait 20 ans que je cotise, je lance, je me concentre sur les contenus, et si les contenus sont bons, le modèle économique, il émergera tout seul. Et s'il émerge pas, fausse bonne idée. Et en tout cas, le virage est amorcé. Et au pire, j'irai dans une asso ou dans, tu vois, dans tous les cas, tu sais, je retrouverai pas la citation exacte, mais il y a une citation de je sais plus qui dit qu'à un moment, le risque de rester en bourgeon était plus grand que le risque de fleurir. Okay. Et donc le bourgeon a accepté de fleurir, tu vois. Et c'était un peu ça, c'est-à-dire que comment ? L'image est belle. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'était exactement ça à ce moment-là. C'est-à-dire, je voyais une impasse d'un côté et un inconnu de l'autre. Et en fait, entre une impasse et un inconnu, tu préfères aller vers l'inconnu, quoi. Mais du coup, j'avais du temps. Et alors, premier coup de bol, donc, d'une grande série. Donc, cette idée de méditation qui aboutit à ça. Jean-Christophe qui, à ce moment-là, renouvelle l'équipe et qui est OK pour me laisser partir. Et bien partir, en avec plus. Le chômage. Avec le chômage. Et puis, en plus, avec un vrai coup de main au départ. Donc, c'était plutôt cool. Ah oui, alors c'est ça. Le truc, c'est que pendant 1 an, je me suis dit, je vais me reposer et je vais me réhydrater. Mais littéralement, c'était ça que le terme que j'avais en tête. Donc, j'ai quand même déposé Confikids à l'INPI, j'ai acheté tous les noms de domaine et tout comme ça, c'était fait, j'étais tranquille. Mais pendant 1 an, j'ai, entre guillemets, rien fait directement sur Confikids. J'ai juste, c'était pas mal, hein, et ça allait dans le sens, mais j'ai animé des ateliers sur le fait religieux et la laïcité avec l'association Enquête. Okay. J'ai monté des sites internet sur Wix pour des potes qui avaient besoin d'un... Ces sites n'ont jamais vu le jour, mais en attendant, mon site de Confikids aujourd'hui, il est fait avec Wix, donc en fait, c'était une super répétition générale. Me suis formée à l'animation des ateliers philo pour enfants. En fait, j'ai fait plein de trucs comme ça. J'ai rencontré les acteurs de l'éducation. J'ai rencontré Jérôme Saltet, qui est le fondateur de Mon Quotidien. J'ai rencontré... poser les bases, en fait, à Confikids. Ouais, c'est ça. J'ai rencontré Sharon Sofer, la fondatrice de Startup for Kids. J'ai rencontré vraiment, mais plein de gens qui m'ont énormément inspiré pour la suite. J'ai rencontré François Tadei du Learning Planet. Enfin, voilà, plein de gens comme ça. Et puis j'ai lu énormément. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait l'Institut des Futurs Souhaitables sur les conseils de Thierry Keller, qui me dit mais écoute, va faire ça, tu vas voir, c'est vachement bien, etc. Et donc j'y suis allée, j'ai appris plein de choses, j'ai développé comme ça le projet là-dedans, et j'ai rencontré ceux qui allaient devenir mes futurs intervenants. Et j'y ai notamment rencontré mon partner in crime actuel, donc Stéphane Rodeau, au sein de l'Institut, lors d'un voyage avec les intervenants. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert pour le coup la dimension sociétale. C'est grâce à lui. Voilà. Okay. Tu peux nous décrire un peu ce que c'est Stéphane ou ce que vous faites ensemble ? Ouais. Alors Stéphane Rodeau, donc il est musicien, il fait du djembé. Et lui, c'est un ancien décrocheur scolaire. Il a eu beaucoup de difficultés à rentrer dans les enseignements, et donc l'éducation nationale l'a mis de côté en disant qu'il était soit stupide, soit feignant. Donc en fait, il a été un peu abandonné par le système. Et il a découvert à travers un maître tambour la transmission orale, et tout d'un coup il a compris que en fait il y avait des façons d'apprendre pour chacun, mais surtout il l'a compris dans sa chair en quelque sorte, c'est-à-dire que lui il s'est dit mais en fait du coup je peux apprendre, c'est juste que ce qu'on me proposait je pouvais pas apprendre comme ça, donc je suis pas débile en fait, et je suis pas feignant parce que j'adore faire de la musique. Et donc voilà, donc il s'est mis au tambour, il a effectué plusieurs voyages au Mali, il s'est entouré de musiciens et de divers artistes maliens, et il a créé une association dont l'objectif était vraiment l'interculturalité et le fait de partager l'argent et les savoirs. Donc à chaque fois qu'il allait au Mali et qu'il apprenait des choses, en fait son objectif c'est de dire quand je vais apprendre des choses des gens là-bas,
en revenant en France, je vais essayer de leur permettre non seulement d'avoir une situation, mais de leur maintenir leur situation même s'ils retournent là-bas. Donc, au début, il gagnait 1 500 €, et puis quand il a gagné 3 000, il la partage avec son maître, puis quand il a gagné 4 500, il la partage avec une danseuse, avec une chanteuse, etc., etc. Il a créé comme ça la compagnie des tambourlingueurs, qui donc normalement promouvait l'interculturalité. Et dans les années 2000, il a fait un concert à la prison de Fleury-Mérogis. Et le directeur de la prison lui a proposé de donner des ateliers tambour pour les détenus. Et petit à petit, et à l'occasion, fait un podcast avec lui, il te racontera plus de détails que moi, il s'est retrouvé à travailler avec la protection judiciaire de la jeunesse, donc les mineurs délinquants dans notre société. Et à donner des cours de tambour à ces jeunes. Et en fait, il s'est rendu compte que ce travail par la transmission orale faisait que les gamins, lors des pauses, ce que je te disais de la médiation culturelle tout à l'heure, lors des pauses, lors de la fin, au moment de la fin de l'atelier ou avant d'y entrer justement pour faire connaissance, les gamins posaient des préoccupations personnelles et collectives, et il a commencé à développer des ateliers musique et discussion. Et quand nous on s'est rencontrés en 2019, donc lui il faisait ça déjà depuis presque 20 ans, il me dit écoute, moi je veux structurer vraiment la partie discussion parce que je la maîtrise pas. Toi c'est ce que tu as l'air de faire avec Conf-Kids, et puis on a le même ADN, on donne la parole à des populations à qui on la donne pas traditionnellement. Viens bosser avec moi. Et c'est comme ça que Conf-Kids s'est retrouvé à faire, en gros, à 50% les conférences en ligne telles qu'on les connaît, ou qu'on les connaît pas d'ailleurs, si vous les connaissez pas, les découvrir, pour les scolaires, et 50% des stages en milieu carcéral pour mineurs ou en centre éducatif, donc qui sont les alternatives à la détention, et qui sont des stages qui durent 1 semaine à raison de 4 heures par jour, donc c'est costaud, quoi, où on alterne musique et discussion, et avec une perspective de développer les compétences psychosociales et d'aider des jeunes qui sont justement dans ces démarches judiciaires. Qui sont confiés à la justice. C'est-à-dire, c'est des mômes qui ont fait des bêtises, plus ou moins tragiques. On peut trouver des gamins qui ont fait des choses assez légères, comme d'autres qui sont par exemple radicalisés ou qui ont commis des actes de barbarie ou des meurtres ou des viols. Donc c'est assez costaud comme atmosphère. En même temps, ça me ramène vraiment à tout ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire la capacité le travail, et après savoir si j'ai la capacité ou pas, faudrait demander aux gens qui nous emploient et aux jeunes, mais à te mettre en relation avec une personne qui est intégralement pas de ton univers. Et de découvrir comme ça, et c'est là que les mythes interviennent, c'est pour ça que ça fait partie de nos ateliers, et de découvrir en cheminant avec ces personnes qu'en réalité, personne n'est dans un univers si différent que d'une autre personne que ça. On a vraiment un fond commun anthropologique, un fond commun notamment de l'imaginaire. Michael Dandrieux en parlerait bien mieux que moi, mais on a un fond commun d'imaginaire qui est quasi identique d'une civilisation à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une fête religieuse à l'autre, d'une tradition à l'autre. Et tout le job qu'on fait avec ces mômes-là, c'est de leur dire, tu peux te sentir en marge de la société. Et objectivement, vu l'état de la société, c'est pas complètement déconnant d'avoir envie de se sentir en marge, ou même d'y être obligé, parce que on travaille sur le choix avec eux, mais force est de constater que à leur âge et dans les conditions dans lesquelles ils vivaient, on peut imaginer qu'ils aient eu le sentiment de pas avoir eu d'autre choix que celui de faire ce qu'ils ont fait. Et donc on travaille là-dessus, mais on leur dit, tu peux te sentir en marge de la société. Par contre, tu seras jamais en marge de l'humanité. Tu as les mêmes mythes, tu as les mêmes codes, tu as les mêmes visions du monde, tu as les mêmes rêves, tu as la même pyramide de Maslow, qui sont tous les concepts sur lesquels on travaille avec eux. Profonde d'être heureux et d'être en paix. Ouais. Et tu ne peux pas vivre sans les autres. Et même si tu dis, ouais, mais moi je m'en fous, je me suis fait tout seul, et puis de toute façon, si moi je compte sur personne, ils disent tous ça en fait. Moi je compte, parce qu'ils ont été extrêmement déçus par les adultes aussi. Ils ont souvent été complètement abandonnés par le monde adulte. Moi je compte sur personne, je compte que sur moi. En fait, non. Plus on parle avec eux et plus on s'aperçoit, et ils s'aperçoivent aussi qu'en fait non, ils ont besoin des autres, et nous on a besoin d'eux. Et que des adultes. Ouais, ok. Voilà. Ok. Trop cool. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que tu as été marqué la première fois où tu as travaillé avec eux? Ouais. J'ai trouvé la musique, parce que je suis allé une fois avec Déborah faire ça, et je trouve que la musique les sort d'eux-mêmes, les fait parler, comme tu dis, c'est magique en fait. Ouais. Je sais que tu l'as dit de façon poétique, mais je vais en profiter pour rebondir dessus. C'est pas magique, c'est beaucoup de travail. Okay. mais je prends la partie l'extérieur, c'est je prends la partie poétique, et de fait elle est là.
elle est là, mais en aval d'une somme de travail proprement colossale, d'écoute, d'observation, de respect. C'est vraiment, je vais reprendre je suis en train de lire La Révolution bleue de Jean-Pierre Gou, qui est un ami aussi, donc pour reprendre un livre qui nous est très cher, Le Petit Prince. C'est vraiment le renard et le petit prince. Tu avances chaque jour de quelques centimètres et le but, c'est vraiment de réussir à s'apprivoiser les uns les autres dans le respect. Et la partie magique, en effet, c'est ce qu'il en reste, c'est qu'après la couleur des balais nous rappelleront toujours la couleur des cheveux du Petit Prince. Et il y a vraiment de ça. La première impression que j'ai eue, je convoque tous mes amis dans ce podcast et c'est super, et je les embrasse tous et je suis tellement fière de les avoir dans mon panorama et d'être dans le leur. C'est plus que tout ce que j'aurais pu espérer. Donc voilà, j'en profite pour citer tous ces noms de gens merveilleux. La première fois que j'ai travaillé avec Stéphane, il m'a emmenée en prison dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Et donc, si tu veux, le premier truc que j'ai vu, c'est pas les tambours. Ouais. C'est les murs avec les barbelés, avec des portes que tu ouvres pas toi-même, avec des portes qui sont fermées derrière toi et que tu ne peux en fait, même un truc tout bête, mais tu as besoin d'aller aux toilettes, tu dois appeler un agent de la pénitentiaire pour qu'il vienne t'ouvrir, que tu vois, et tu vas pas entre l'endroit où tu fais le tambour avec les gosses et l'entrée de la prison, il peut y avoir 10 portes différentes pour pouvoir accéder à ce truc-là. C'est le passage par la cour où t'entends les gamins qui hurlent au barreau pour demander qui t'es, qu'est-ce que tu viens faire, ou alors quand t'es déjà venu, qui te reconnaissent et qui sont hyper chaleureux, pas tous, on va pas non plus angéliser, mais véritablement quand t'as créé ce lien de confiance avec eux, ils sont réellement hyper chaleureux, hyper gentils, complètement inoffensifs envers toi. Et donc le premier contact, si tu veux, que j'ai eu, c'était plutôt ça. Et après, en tant que nana, c'est des mômes, ils font un peu les beaux gosses, voilà, ouais, machin, voilà. Ouais, et après, ils me voient, ils s'aperçoivent qu'en fait, j'ai 40 ans et que, et que de loin ça passait, mais que de près, j'ai 10 ans de plus que leur mère, tu vois, et qu'en fait, ça va pas le faire, tu vois. Mais voilà. Mais donc, dans le premier contact, c'était celui-là. Et donc, le premier contact, c'était plutôt de me dire, mais vu la façon dont moi j'ai grandi et la façon dont j'ai été privilégiée, mais qu'est-ce que je peux bien partager avec eux, quoi? Qu'est-ce que je peux raconter qui serait pas un manque de respect, qui serait pas un discours complètement hors sol et tout. Et donc, Steph m'a dit un truc, il m'a dit tout de suite, écoute, on sauve personne, c'est pas ça le sujet. Donc, tu peux te détendre, en fait. Tu peux te détendre, t'es pas là pour sauver qui que ce soit, t'es là pour entrer en contact avec eux. Et quand j'ai vu Stéphane commencer à faire de la musique, Steph, quand il est dans la musique, c'est un canal. Il est plus avec toi. Et c'était fascinant à voir parce que, alors qu'on avait bossé depuis des semaines ensemble sur ce qu'on allait faire avec les gosses et tout, là, au moment où il faisait de la musique, il englobait toute la pièce. Il englobait les gamins, il englobait les tambours, il englobait les éducateurs et éducatrices. C'était vraiment fascinant à voir. Il était complètement tourné vers les gosses. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, je vais pas parler, je vais écouter et je vais commencer par poser des questions. Et je vais poser des questions les plus douces et éventuellement consensuellement possible. Bon, vous remettrez cette phrase dans l'ordre. Merci les gens qui écoutaient le podcast de remettre cette phrase dans l'ordre. Les plus consensuels possibles pour qu'ils se sentent pas une intrusion de quelque sorte que ce soit. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est on a discuté un petit peu. Et alors pas le premier jour, je suis sortie et je lui ai dit je reviens pas mec, erreur de casting, salut, comme dans H2G2, tu vois, salut et merci bien pour le poisson. Ouais. Et il m'a dit non mais reviens demain, la première fois ça fait toujours ça. Et en effet je suis revenue le lendemain et là j'ai commencé à poser des questions aux mômes et j'ai été instantanément passionnée par les réponses qu'ils ont données. C'est-à-dire que l'intelligence, la finesse d'analyse on a très vite parlé de la société, de la justice, des injustices, des enjeux socio-environnementaux, mais vraiment tout de suite, quoi. Alors, ça passe par le social, mais en fait, assez rapidement, on parle de l'environnement, quoi. Et en fait, ils ont une acuité qui est démentielle, quoi, parce c'est des mômes qui ont dû développer des stratégies, des capacités d'observation de dingue, d'adaptation, justement, d'écoute. Et de surveillance Ils ont relevé 10 fois plus de défis que, comme tu dis, nous avec une cuillère en argent, c'est délirant. Ouais. Ou même sans cuillère en argent, parce qu'après en plus en fonction tu vois, t'as plein de jeunes en réalité qui sont en difficulté. L'idée c'est pas forcément de glorifier la merde, tu vois, c'est pas ça le truc. Mais néanmoins, il y a des choses qu'ils ont développées de façon extrêmement intuitive, qui étaient pour des raisons de survie, que nous on va développer pour des raisons par exemple de nécessité professionnelle. Donc en fait, les finalités sont différentes, mais les besoins sont sensiblement les mêmes.
Sauf qu'eux, ils les ont souvent développés tout seuls à vitesse grand V et dans le dur, tu vois. Et donc l'objet, c'est d'essayer de leur faire entendre, et c'est comme ça que j'ai commencé les ateliers, que dans tout ce qu'ils avaient fait, à quelques exceptions près quand même, il y avait des compétences qui avaient été mises à disposition, et tu vas reconnaître ma propre histoire, qui avaient été mises à disposition de choses qui finalement n'étaient pas audibles et qui n'étaient pas acceptables, et qui brisaient une société au lieu de la fédérer, et qui brisaient des gens au lieu de les élever. Et que ces compétences, si on arrivait à les détecter, c'était des compétences qui étaient recherchées, et ils pouvaient les mettre à destination de quelque chose qui élèverait tout le monde, y compris eux-mêmes. Ouais. Et donc les premiers ateliers, je les animais plutôt autour de ça, de leur montrer quand ils nous racontaient ce qu'ils avaient fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait quand on arrive. D'ailleurs, une des grandes marques de confiance, c'est qu'ils te disent leur dossier, pourquoi ils sont là. Et s'ils te disent ça, c'est un cadeau phénoménal. Et là, tu commences à travailler sur des trucs beaucoup plus personnels avec eux. Et d'ailleurs, tous ceux qui nous ont, entre guillemets, lâché leur dos, sont ensuite des jeunes avec lesquels on a beaucoup travaillé, avec qui on est resté en contact après leur placement, ou quand ils sont retournés parfois en prison, parce qu'il y a aussi ça, nous ont soit appelés de là-bas, soit écrit, soit voilà. Ok, merci. Et donc, dans cette nouvelle vie, t'as plus de dissonance? J'en ai, mais plus sur les mêmes trucs. Non, je pense que c'est là, pour le coup, ça, c'est très mystique. Je pense que c'est l'œuvre d'une vie, et voire de plusieurs, de se perfectionner et de créer cette alchimie, de transformer notre plomb en or, de retirer les couches d'oignon. C'est une vie entière. Les dissonances que j'ai aujourd'hui, me semble-t-il, sont des dissonances qui ne font plus de mal qu'à moi. Okay. Et c'était un peu ça l'idée du truc. Et elles font plus si mal que ça. Tu vois, par exemple, dans les dissonances, il y a cette volonté permanente, et là, pour le coup, qui est très égotripée, de faire de ConfKids un truc énorme et dont les médias parlent et tout. Et je sais qu'il y a une partie qui est sincère, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers de jeunes par an, donc j'ai envie que ça se sache pour augmenter l'impact. Mais je sais qu'il y a une petite partie de moi qui est un peu crade, tu vois, qui est là, genre, ouais, j'ai quand même fait un truc de ouf, les gars, vous pourriez en parler. Merci Clément. Ouais, tu vois, exactement. C'est qui le patron? Ouais. Mais comme tu dis, c'est les couches d'oignons que t'enlèves, que tu connais, que tu maîtrises. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, des colères un peu comme ça, de me dire, mais pourquoi ConfKids est si peu mis en avant, alors qu'aujourd'hui, il y a peu d'initiatives qui rassemblent autant de jeunes, pour un événement enfin, tu vois, on fait des événements, il y a 10-12 000 gamins, quoi. Pour un événement, ce qui est assez dingue. Et d'un autre côté, voilà, tu vois, ça, c'est une dissonance de me dire, mais arrête de voir les choses sous l'angle médias, projecteurs, etc. Donc, je travaille là-dessus. Je pense comme plein de gens aussi, tu vois. Donc, en fait, bon, ça fait de mal à personne, en fait, tu vois, de voir les choses comme ça. Et après, globalement, non, je crois que j'ai plus trop... Et ça veut dire quand même que si tu réfléchis, ça veut dire que là, tu te sens plus en paix et plus sereine qu'avant? Ah oui. Ouais, complètement. En fait, déjà, malgré... je voulais te parler de ça, mais malgré la différence de salaire. Alors, la différence de salaire était pas trop un souci, jusqu'ici, puisque je te dis, j'ai eu du chômage pendant un bon moment, etc. Donc là, enfin, ça fait quand même maintenant 3 ans que je me rémunère. Mais effectivement, c'est pas simple. Mm-hmm. Et alors justement, c'est aussi notamment pas simple parce que il y a peu de médias, et donc en fait on existe un peu sous le radar, et donc c'est difficile de trouver des clients sur la partie payante, sachant qu'on fait aussi plein de ConfKids gratuites, parce qu'en fait on pense que l'argent ne devrait pas être un frein à pouvoir organiser une ConfKids. Elles sont gratuites pour les participants aussi, donc tu vois, c'est pas non plus là qu'on trouve des sous, et donc c'est pas simple de trouver des sous. Et moi je suis passée de 7 000 €, aujourd'hui je gagne 2 200 € par mois. Donc c'est un vrai. Comment tu gères ça? Eh ben, je gère que. Comment t'as géré la transition? Eh ben, elle était hyper simple, figure-toi, parce que j'ai, par choix de vie, j'ai décidé et c'était il y a très longtemps, avant même de connaître tout ça, j'ai jamais voulu être propriétaire. J'ai jamais voulu avoir des gros trucs, j'ai jamais eu de crédit, j'ai jamais aimé. En fait, j'ai toujours eu peur de possession. Oui, alors en fait, il est important de préciser à ce moment-là de ce podcast que dans mon top 3 de films préférés, le premier avant tout, c'est Fight Club. Okay. Et que donc ce que tu possèdes finit toujours par te posséder. Et le deuxième, c'est Matrix. Et donc c'est toute cette dimension éveil et éveil
des jeunes, tu vois, amener les jeunes à réaliser leur plein potentiel et à prendre leur part dans ce monde-là. Ce qui est assez, tu vois, tout ça est finalement très très cohérent. Mais du coup, ça n'a pas été très compliqué à gérer parce que j'ai toujours fait en sorte d'avoir un appart avec un loyer hyper bas, alors que je pouvais avoir des apparts de maboule à 4000 balles par mois, tu vois. Mais en fait, je me suis toujours dit, je pense que 1500 balles pour un loyer, c'est déjà bien, tu vois. C'est bien être logé. Voilà, oui, après moi j'ai 3 gosses, hein, donc tu vois, à l'époque je les avais pas, mais je me suis toujours dit, je dépasserai pas 1500 balles de loyer. Parce que à partir du moment où tu as 1500 balles de loyer, si tu vis à 2 SMIC avec mon mari, bah tu t'en sors, grosso modo. Et donc j'ai toujours vécu comme ça. Ce qui fait que tu vas à l'essentiel en fait. Tu vas pas te. Ouais. Tu t'es toujours dit aucun intérêt de me déplacer dans du confort de ma. Ouais. La seule. Ça vient d'où cette idée? Je pense que c'est très juif. Contrairement à ce qu'on pense, je pense que c'est très juif. Tu sais, il y a des. Mais il y a un côté dépense d'argent, mais il y a un côté je vais pas avoir du confort inutile. Oui, non, mais en plus, c'est une vraie blague pour les antisémites. Et bien entendu que les juifs sont pas plus attachés à l'argent que n'importe qui d'autre, quoi, ou moins, quoi. Mais non, c'est très juif dans le sens où cette idée de devoir toujours se barrer de là où on vit. Okay. C'est vraiment un truc qui est très implanté dans mon judaïsme et dans mon identité juive. En fait, il y a toujours un moment où on te demande de te barrer, en fait, quoi. T'es jamais chez toi nulle part, quoi. Ça fait 2000 ans qu'on est chez nous nulle part. Voilà, il suffit de regarder l'actualité aujourd'hui encore, où en fait, voilà, faut toujours qu'on se barre de quelque part, quoi. Et du coup, chez nous, on dit, tu sais pourquoi les Juifs jouent du violon et pas du piano? C'est plus facile à transporter. Voilà, donc du coup, c'est marrant tous ces aveux sur mon judaïsme parce que je pense que t'es le premier à qui je parle de ça. J'en parle jamais. Mon mari est pas juif, tu vois, je suis pas pratiquante et tout, mais je crois que c'est un peu. C'est marrant de distinguer la religion et la culture et l'identité profonde, afin d'être conscient de ça. C'est. C'est le propre j'espère que c'est le propre des nouvelles générations des nouvelles générations, oui, en général, quoi. On en parlait un peu, ouais. J'espère, c'est en fait si on s'épanouit dans la religion, faut y aller, mais si en fait on le vit de façon traditionnelle, il faut surtout pas perdre ça, c'est une forme d'épanouissement aussi, et ça n'a rien à dire sur l'appartenance ou pas à telle ou telle communauté. En réalité, aujourd'hui, on appartient à plein de communautés différentes de façon simultanée. Donc, mais donc voilà, je pense que j'ai toujours fait en sorte de pas thésauriser, de pas garder. En plus, d'ailleurs, j'ai rien coffré. La vraie bêtise, c'était ça. C'était qu'en fait, je gagnais une blinde, mais je dépensais une blinde aussi. Pour le coup, mais en fait. Okay. J'ai fait la fête, mais à un niveau. Tu vois le delta, genre t'as 1500 € de loyer, mais tu gagnes 7000 €. Tu vois le potentiel de fête. Ouais, c'était un carnage, c'était une boucherie. Non, mais on s'est fait grave plaisir. On a fait un mariage génial où on a invité tous nos potes justement en Israël faire la fête. On est parti avec 80 potes. Dont on a fait une fête dans le désert. Pour le coup, un truc très très. Bon, à l'époque, je me souciais pas de l'avion, etc. Voilà. Mais on est parti dans le désert, dans un lieu hautement spirituel d'Israël qui s'appelle En-Gedi. On a invité tous nos potes. Parce qu'on avait de quoi le faire. On a aidé énormément de nos potes qui, eux, étaient en galère à ce moment-là. Et nous qui n'y étions pas, on a toujours vécu avec du monde à la maison qui vivait chez nous. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ouais. Donc tout ça, ça fait des sous. Et ça nous a jamais posé de question, en fait, de le dépenser. Et on n'a jamais manqué de rien. Et donc, comment je le gère aujourd'hui, une fois que tu as ce panorama-là, je vis avec 2200 € par mois, plus le salaire de mon mari, qui est sensiblement identique. Et ça suffisait encore jusqu'à il y a 3 ans, mais depuis le Covid, ça suffit de moins en moins. Okay. Et avec 3 enfants qui grandissent, ça devient très très compliqué. Et j'avoue que voilà, une dissonance, par exemple, c'est d'être tiraillée entre le fait que la vie m'a toujours amené ce que je voulais, mais toujours, hein, dans 100% des cas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, sauf si c'était pas juste. Bien sûr, des fois, tu veux des trucs, mais en fait, on t'amène ce qu'il te faut. Tu demandes ce que tu veux, mais on t'amène ce qu'il te faut. Et d'un autre côté, je replonge là maintenant régulièrement dans cette angoisse de devoir arrêter Conf Kids parce que je gagnerais plus assez et qu'il faudrait que j'aille chercher un boulot dans une boîte, etc. Alors qu'en fait, rien dans ma vie ne m'a poussé à avoir de la défiance par rapport en général.
Et par rapport à ce projet en particulier qui, depuis le début, a bénéficié d'une bienveillance de tout le monde assez dingue, quoi. Et toutes les planètes ont toujours été alignées sur ça, quoi. Ouais, et aligné. Et puis dans les moments où c'était difficile, il y a toujours eu des gens pour nous repêcher, nous filer des coups de main, tu vois. Donc et les moments difficiles, je te parle de trucs difficiles, bon, regarder à quel point c'était vraiment difficile, tu vois. C'était juste un moment, c'était moins confort, tu vois. Ouais, Donc voilà. Mais écoute, pour le moment, il y a des gens qui vivent avec 2 fois moins, hein, donc à un moment. il y a toujours pire. Ok. Merci d'avoir partagé ces trucs avec moi. Avec plaisir. Merci je n'ai jamais parlé de tout ça, donc Ouais. merci pour la confiance que tu as instaurée. Et enfin, moi, le judaïsme, c'est un truc que j'ignorais totalement. Enfin, dont j'avais un ami juif de loin, mais c'est tout. Et Maurice, mon associé des Pilab, est juif. Et donc, pareil, j'ai découvert un peu des choses à travers lui, mais une religion, et je pense que la religion musulmane, qui est complètement... Je vais peut-être faire un épisode de ce podcast avec un prêtre, un imam et un ramadan. Ah, ce serait formidable. Ce serait beau. Comment tu vois, à long terme, le futur de notre civilisation ou société? Est-ce que tu penses à ça ou pas? J'y pense tout le temps. J'y pense depuis que j'ai écrit mon mémoire. Ouais. Donc, tu vois, j'y pense depuis que j'ai 18 ans. Alors, alors attention, oreilles sensibles ou cœur sensible, s'abstenir. Moi, je pense que tout est foutu déjà. Vraiment, je pense À quel niveau? tous les niveaux, je pense. Donc à court terme, mais même à 200 ans? On est déjà... non, alors voilà, le truc c'est que... Non, aujourd'hui déjà... À 50 ans, c'est ce qui va se passer, c'est clair et net. Oui, et puis on est déjà dedans. Je pense que c'est cuit. Je pense que, ça n'oblitère pas notre responsabilité d'être quand même du bon côté de l'histoire. Ouais. C'est-à-dire du côté de ceux qui essayent soit de faire en sorte que ça n'arrive pas quand même, soit de limiter la casse pour acheter du temps. Si tu remarques d'ailleurs, c'est très en phase aussi avec ma cinéphilie, et notamment les gros films américains qui ont tous... tu trouveras des tonnes de films américains sur les fins du monde diverses et variées, que ce soit des catastrophes, des évolutions sociales, etc. Et t'as toujours le combat final qui est le combat désespéré, où en fait tu mets de l'énergie, du désespoir là-dedans, et c'est ça qui renverse la situation. Donc moi je suis un peu, pour ceux qui connaîtront, il y a le fameux voyage du héros avec les différentes étapes du héros. Moi je suis une adepte de l'épreuve ultime, tu vois, de l'étape 7, quand on sort de la caverne. Là, je pense qu'on est violent dans la caverne. C'est quoi les étapes du héros? C'est un peu long, mais pour faire court, le héros vit dans un monde ordinaire. Tout d'un coup, il a un appel de l'aventure parce qu'il y a un déséquilibre en fait dans ce monde ordinaire. Il sait qu'il y a que lui qui peut le régler. 3e étape, il refuse de rentrer dans l'aventure, soit parce qu'il se trouve pas assez riche, pas assez fort, pas assez bien entouré, il n'a pas confiance en lui, ou alors il peut être empêché aussi. Ouais. Et puis 4e étape, il rencontre un mentor qui va lui donner confiance en lui et le faire rentrer dans l'aventure. C'est la 5e étape, c'est le passage du seuil. La 6e étape sont les conséquences du passage du seuil, où en fait il va expérimenter sa nouvelle condition en entrant dans un monde qui est complètement inconnu, avec des nouveaux repères. Après cet apprentissage, il va se faire des amis, des ennemis, il va se découvrir des super puissances, des super pouvoirs. Il va mieux comprendre la situation. Voilà, il va expérimenter, il va mener des combats qu'il va rater, etc. Après cette étape-là, 7e étape, la caverne. Il est isolé, il est tout seul, il ne sait pas, c'est un moment d'introspection. Il fait un peu l'inventaire de tout ce qu'il a appris. Il sort de la caverne, 8e étape, je suis un peu perdue dans les numéros, au pire, c'est pas grave. L'épreuve ultime, là c'est un peu le boss de fin de plateau de Mario, tu vois. Exactement, tous les films, les Harry Potter, c'est ça. Star Wars. Mais c'est toutes nos vies, hein. En fait, quels que soient les projets qu'on mène, c'est vraiment toutes nos vies. C'est pas un hasard si cette roue elle existe, parce qu'elle raconte, c'est un enseignement pour savoir comment mener ta vie, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est partie des grands mythes, quoi. Et donc l'épreuve ultime, l'épreuve suprême, le héros la gagne toujours. Soit qui meurt dedans symboliquement ou réellement. Jésus, par exemple, est mort réellement, et d'autres meurent symboliquement à leur ancienne personnalité. Puis ensuite, il y a le bilan de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'aventure, et intervient intervient la résurrection. Et donc là, par exemple, Jésus, il y a eu réellement une renaissance, mais dans d'autres cas, en fait, c'est comme le phénix. En fait, tu renais de tes cendres à une nouvelle personnalité. Et là, le héros se met sur le chemin du retour, où il arrive à la 12e étape, où il est en maîtrise du problème, et c'est un problème qu'il a donc résolu et intégré, et qu'il ne rencontrera donc plus. Voilà. Okay. Et donc, moi, je suis vraiment dans la team épreuve ultime, où je pense que moi, je me bats avec l'énergie du désespoir. Je reste une personne très optimiste.
Je Tu te vois? vois pas comme désespéré du tout, ouais. Non, mais parce que c'est une gymnastique intellectuelle. Ouais, C'est-à-dire bien que sûr. spontanément, ma réaction, ça va toujours être de me dire: «Pff, c'est foutu». Et là, je me remets en selle et je me dis: «Non, bah, alors si c'est foutu, c'est l'occasion de soit de partir en beauté, soit de remettre, une pièce dans la machine et d'acheter du temps», tu vois? J'ai vraiment cette énergie-là. Je suis pas une optimiste béate de dire: «Mais non, tout va bien se passer». Non, les gars, c'est vraiment la La merde. merde absolue. C'est la merde. C'est la merde Et absolue, c'est donc sûr. voilà. Et une des façons, du coup, de combattre ça, c'est vraiment dans Confikids de montrer toutes les solutions. Donc on est très lucide sur les constats. Mhm. On ne ment pas aux enfants, c'est vraiment jamais, quoi. On ne galvaude pas la complexité d'un enjeu. On garde la complexité, on change le vocabulaire, le ton, on trouve des concordances dans la vie d'un enfant. Qu'est-ce que pourrait signifier ce dont on se parle dans la vie d'un enfant? C'est quoi la correspondance? Et surtout, on leur montre les solutions. Ouais. Voilà. Montrer les alternatives, quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, pour moi, c'est un peu foutu là. Terme. À mon avis, on va mettre vraiment plusieurs dizaines d'années, vraiment voilà. plusieurs dizaines d'années pour s'en remettre. Et c'est drôle, tu vois, ça me fait penser à un autre film, ça me fait penser à Interstellar, Interstellar où il revient, en fait, tu sais, grâce à la théorie des cordes, en fait, il se balade dans le temps, bon bref, et il arrive, et en fait, il voit sa fille, Qui est très vieille. qui est très vieille, mais qui a réussi, en fait, à faire quelque chose de tout ce qu'ils ont mis en place. Alors qu'en fait, là, Très tout. voilà, Ouais. exactement. Et donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire, c'est pas pour tout de suite, quoi. On se prend, ouais, non, mais on va se prendre une vague Ouais. dans la gueule et moi, Et- et à long terme, du coup, tu te dis bon, ça peut être quand même le moyen d'apprendre de nos erreurs parce qu'on est vraiment face au mur et que dans 100 ans, on arrête de surconsommer, est-ce qu'on change de philosophie générale de civilisation ou est-ce qu'on reste dans ce truc-là et Bah, je vais te faire une réponse très mystique encore. Deux choses. La première, c'est que le seul moyen de s'en sortir et de surmonter ça, ça va être de serrer les coudes. Il y aura pas d'autre moyen. Il y a aucune alternative. C'est pas la technologie qui nous sauvera. C'est pas ChatGPT. C'est pas ça va venir peut-être être une béquille pour certains trucs et de toute façon maintenant c'est présent. Donc il faut apprendre à s'en servir pour pas être justement comme un alchimiste débutant faire péter son laboratoire. Mais il faut pas compter là-dessus, il faut qu'on compte les uns sur les autres et il faut qu'on compte sur l'entraide, la confiance en les compétences des gens et leur capacité à les partager. Et pour ça, il faut les mettre en valeur. C'est aussi pour ça ce travail autour des enfants de valorisation, tu sais, de ce qu'ils pensent déjà. Et qui est souvent très très positif, parce que les valoriser là-dedans, c'est une façon de leur dire j'ai besoin de toi et de ces compétences-là. Et donc ça les incite à avoir confiance en eux et en ayant confiance en eux, à dire ce qu'ils savent faire. Et comme ils disent ce qu'ils savent faire, on s'en sert. Si on le sait pas, on peut pas se servir de ça aussi. Et après, je pense que la deuxième partie de cette réponse, c'est que on a deux façons de monter une montagne. Soit on la monte à pic et c'est hyper dur et le risque de se casser la gueule est permanent et on va en perdre beaucoup sur le chemin. Et on va en perdre beaucoup sur le chemin et voilà. Et on a la possibilité de la monter en faisant des cercles et en montant en fait petit à petit comme ça. Et si vous vous représentez cette image, fermez les yeux, imaginez une montagne que vous gravissez en faisant des ronds comme ça. Et à chaque rond, vous montez d'un degré. Imaginez qu'il y a des lignes comme ça qui partent du haut vers le bas de cette montagne. Et chacune de ces lignes, c'est un sujet. C'est le travail, c'est la biodiversité, c'est l'amour, c'est la parentalité, c'est plein de sujets de votre vie. Et en fait, à chaque fois que vous gravissez un nouveau cercle un peu plus haut, vous repassez en fait par les mêmes thèmes, mais vous les repassez depuis un échelon un peu supérieur, depuis une vibration un peu supérieure. Et c'est comme ça en fait que vous allez vers le haut. Voilà. Vous pouvez rouvrir les yeux si vous avez fait cette expérience. J'ai adoré. À chaque fois que vous passez par un nouveau cercle et par une nouvelle ligne, vous avez un peu évolué et puis vous avez fait évoluer les autres au passage. Ça, on revient à la roue du héros où en fait on est ensemble dans cette roue. Il y a des mentors, il y a des alliés, il y a des ennemis. En fait, on est dans la roue des autres et les autres sont dans notre propre roue. Et donc je pense que je ne sais pas à quoi ressemblera la suite, mais je crois que tout est le fait de cycles. Et que si on refait les mêmes choses, on les refera quand même un peu mieux que ce qu'on a fait avant. À mon sens, on repart jamais d'aussi loin. Même si on refait les mêmes erreurs, on repart jamais d'aussi loin. Et c'est vraiment la beauté de l'existence. C'est humain d'apprendre. Ouais. Ok. Magnifique. Merci beaucoup. Je peux te poser une dernière question? Tu peux. Si tu devais aller voir la jeune Déborah, est-ce que tu aurais des choses à lui dire? Je lui dirais surtout rien. Tu lui dirais rien du tout. Non, je lui dirais rien.
C'est une bonne réponse. enfin vraiment, il y a rien d'autre à faire que d'accompagner les gens. Il y a rien d'autre à faire. Encourager. Ouais, oui, parce qu'en fait, enfin, c'est nous qui sommes aux manettes de notre propre histoire. Et le seul truc qui peut nous aider, c'est d'être... et je dis pas que j'arrive à le faire, par exemple, même avec mes enfants. Hein, tu vois, en réalité, c'est extrêmement dur. C'est une initiation de ouf de réussir à ne rien dire, ne pas conseiller, écouter, accompagner. C'est quasi impossible, et encore plus quand c'est tes gosses à toi, tu vois. J'arrive bien à le faire avec mes amis ou d'autres jeunes que je rencontre. D'ailleurs, c'est l'essence même de notre taf, de les écouter plutôt que de les conseiller, tu vois. Mais c'est hyper dur. Et donc, je pense que si je me rencontrais, d'autant plus que, comme je te dis, en plus, pour moi, tout s'est bien passé. Pourquoi j'irais me dire un truc? Tu vois pas, je me dis un truc et en fait, ça fout tout en l'air. tu vois, genre, non, je me dirais je ferais comme je fais avec les jeunes d'aujourd'hui. Je leur dis rien, je les écoute et si eux me demandent de les accompagner ou de faire un truc, là, je suis là. Mais si on me demande rien. Tu laisses la vie surfer. Ouais, exactement. Vous savez mieux que nous. Voilà. Merci beaucoup, Déborah. Merci à toi, Clément. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment 1 minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!